Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire. Donc des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. La matinale Toxin, 8h-10h, à la volée. Et aujourd'hui, à la volée, je suis très heureuse de recevoir François Rollin. Bonjour François Rollin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes également avec Greg Tabibian. Bonjour. Bonjour. Alors François Rollin, je le rappelle, mais tout le monde vous connaît, vous a forcément aperçu à la télévision et ailleurs. Vous êtes humoriste, comédien, connu notamment pour votre personnage, le professeur Rollin, dans la série Palace. On va revoir des extraits de cette série. Votre rôle du roi Lot dans Kaamelott. Et puis vous avez égrené tout un répertoire vaste de l'humour noir, on l'appellera comme on veut, décalé, absurde, grinçant ou encore humour à l'anglaise. Et une chose est sûre, on vous reconnaît toujours avec votre patte, votre ton, et on vous reconnaît encore une fois, cette patte, on l'a reconnue dans ce nouveau livre que vous nous proposez aujourd'hui, D'où vient le mal? L'énigme enfin résolue, ou pas d'ailleurs, puisque ça finit plutôt où vous jetez l'éponge ou les éponges. C'est un livre aux éditions du Cerf où vous tentez de creuser l'origine du mal. Et vous d'ailleurs, vous faites des propositions toutes plus sérieuses les unes que les autres, la surpopulation, les PD, la télévision ou alors les micro-bouts rimés. Donc on va revenir évidemment sur toutes ces séries de propositions et de réflexions intenses. Mais d'abord, je vais présenter Greg Tabibian qui est également avec nous. Greg Tabibian, on vous connaît bien également. Vous êtes youtubeur politique et humoristique, fondateur de la chaîne YouTube Je suis pas content TV et auteur du livre écrit avec Tatiana Ventos, Jusqu'ici tout va très mal chez Plomb. Donc finalement, vous avez tout pour vous entendre. Ça commence très bien. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de vous réunir aujourd'hui, l'humour et peut-être un certain sarcasme. Et c'est le début de ce sujet. Ma première question pour vous et pour vous, François Rollin, avant tout. Est-ce que finalement, plus la société va mal, plus le rire se porte bien ? Oui, sans aucun doute. Alors c'est difficile à assumer parce que ça voudrait dire que pour rigoler encore plus, il faut que la société aille encore plus mal. Mais c'est quand même la réalité, c'est que le rire est une façon de s'extraire de la réalité, de s'extraire de la souffrance, d'alléger le poids des choses. Le rire, l'humour, tout ça. Donc effectivement, on a bien plus besoin de rire et d'humour quand ça va mal. Une société, d'ailleurs, on peut le comparer à un dîner de mariage. Bon tout va bien, on n'a pas exactement besoin. Oui, puis on n'a pas tellement besoin de rigolade. De toute façon, tout le monde, tout va bien. Et effectivement, à l'extrême inverse, dans les camps de concentration. Vous croyez qu'on rigolait beaucoup dans les camps de concentration ? C'est pas qu'on rigolait beaucoup, c'est que justement le rire a montré, le rire et l'humour ont montré leur capacité émancipatrice d'une manière prodigieuse et qui va très au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire que des gens dans un état de souffrance, de dénuement absolu, ont été capables parce que c'est l'échappatoire. Ça peut même exactement les sauver. Voilà. Alors, sauver les sauver, malheureusement, ça n'a pas beaucoup sauvé, mais c'est certain que c'est dans les circonstances difficiles que l'humour et le rire nous sont le plus précieux. Un petit bout d'âme au milieu de ces camps de concentration. Oui, voilà. Et puis la force de la liberté et de l'humanité qu'on a en soi, quoi. C'est continuer d'être quelque chose, alors que les nazis avaient décidé que le juif n'était tout simplement rien. Greg Tabibian, Je suis pas content TV, vous aussi, vous annoncez la couleur, et d'ailleurs avec le titre de votre livre aussi, Jusqu'ici tout va très mal. Est-ce qu'il faut que tout aille très mal pour que l'humour aille bien ? Pas forcément l'humour ou l'humoriste. Parce que... Là, on parle de l'humour. Oui. On va parler de votre santé après, Greg. Non, mais j'ai l'impression que ça va pas très bien en ce moment, mais que c'est pas forcément non plus facile. La société, quand même.
Oui. Ça, c'est le point de départ du livre de François Rolin. Oui. On va y revenir d'ailleurs, c'est vraiment très drôle le point de départ. Donc, la société ne va pas très bien, mais finalement, comment se portent les humoristes J'ai pas l'impression aujourd'hui qu'ils se portent forcément mieux qu'il n'y a pas si longtemps, où ça allait quand même mal, mais peut-être moins que maintenant. Ça alors, l'humour, la société. Alors, la société va toujours aussi mal. Des chiffres. Non, mais déjà, il y a un problème de concurrence déloyale au vu de certains membres du gouvernement. Bah oui, c'est sûr. Ils font quand même des fois le boulot méchamment à la place du chansonnier. Des fois, il n'y a rien à rajouter. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Bonne déclaration de Bruno Le Maire. C'est ça. La France est le pays le plus attractif d'Europe. Normalement, qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà. Il n'y a plus qu'à les diffuser. D'ailleurs, il a dû mettre sur la France est le pays le plus attractif d'Europe. Rire, voilà, normalement. Il n'a pas lu le truc. Alors justement, je veux revenir sur le point de départ de votre livre, François Rolin, d'où vient le mal. Et donc vous expliquez, on est tous d'accord, surtout dans les dîners mondains, pour dire que la société va mal, qu'il y a une décadence. Et là, vous proposez de conjuguer la décadence. Alors, mais d'abord, avant ça, c'est assez drôle, vous citez toutes ces assertions définitives sur le mal. Alors, le monde ne tourne pas rond, c'est vraiment le grand n'importe quoi, tout fout le camp, au moche sur la tête, c'est la fin des haricots, il nous faudrait une bonne guerre. Alors, c'est vrai qu'elle est d'actualité. Et puis, la mieux étayée, votre préférée peut-être, on est en pleine décadence, sauf que vous dites, moi je conjugue la décadence, je me permets pour la forme, dites-vous, d'introduire une nuance. Ce nous, de nous décadons, ne concerne pas forcément la totalité de la population, donc vous préférez un je décade et nous décadons. Voilà, moi j'ai trouvé ça déjà très drôle, je décade, nous décadons, et vous ne voulez pas l'imposer à tout le monde. Et donc vous cherchez dans cette décadence les mots de façon très sérieuse, donc le pluriel du mal. Hein. Oui. Et vous commencez par la surpopulation, mais je parlais aussi des micro-bourrimés. Alors vous allez nous dire ce que c'est que les micro-bourrimés, ou encore les PD quand même. On a encore le droit de le dire, ça. Oui, on a le droit, surtout pour dire que non, le mal ne vient pas d'eux. Mais on a quand même le droit d'utiliser ce terme déjà, rien que ça. Alors là, je vais vous dire, en termes de censure, parce qu'on me pose la question et on en parle très souvent, non, il n'y a guère d'autre censure que l'autocensure. Si, il y a la censure, vous n'avez pas le droit de tenir des propos racistes, antisémites, tout ça. Donc ça, c'est Là, vous proposez quand même d'étudier la question des Juifs. Hein. Non, mais l'intention est claire, et au contraire, il est bien sûr question, et je l'ai même écrit noir sur blanc. Donc vous n'avez pas le droit, mais tout le reste, vous avez le droit. J'ai le droit de dire que le pape est une couille molle, vous avez tout... Et j'ai même le droit de dire que les musulmans puent du cul. J'ai le droit de le dire. Après, est-ce que je le pense? En l'occurrence, non. Et puis, est-ce que j'ai intérêt à le dire? Est-ce que j'ai le courage de le dire, si je le pense? Donc, vraiment, il n'y a pas d'autre censure que l'autocensure. Que je comprends très bien, pour laquelle j'ai beaucoup d'indulgence. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de m'auto-censurer, parce que mon territoire de travail est suffisamment bordé de rigolades, pour que je ne sois pas suspect. Mais on comprend que vous faites de l'humour, c'est-à-dire vous avez bien l'étiquette humour. J'ai beaucoup de confrères qui, effectivement, ont mis beaucoup d'eau dans leur vin et se sont auto-censurés. Et quelquefois, c'est parce que l'humoriste, il a envie de faire le zouave, et puis sa femme, elle lui dit oui, et puis après, comment on paye le loyer, t'es bien gentil, tu vas faire le brave, et puis... Donc, et puis la peur aussi, hein, puisque sur le terrain de l'islam, il y en a qui ont payé de leur vie. Donc, effectivement, est-ce que c'est du courage ou de l'inconscience si tout d'un coup, on reprend les caricatures de Charlie, ou je sais pas quoi. Donc, je ne condamne pas l'autocensure, mais je condamne ceux qui disent on peut plus rien dire, on nous empêche. Non, on vous empêche pas, vous pouvez le dire. Mais quelquefois vous choisissez de pas le dire. Honnêtement, François Rolin, est-ce que par exemple, avant d'ouvrir le chapitre, et évidemment tout ça est vraiment très drôle, avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, je le rappelle dans votre livre, et justement quand vous réfléchissez sur les PD ou les Juifs, parce que c'est l'un de vos chapitres, c'est fait avec énormément de gentillesse. Mais malgré tout, est-ce que vous réfléchissez maintenant à imposer ce titre de chapitre, ou pas du tout? Ou c'est vraiment... Oh non, parce que non. Vous savez, quand on parle justement de censure et de ce qu'on ne peut plus dire et tout ça, on cite souvent Pierre Desproges disant on me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. On pourrait plus le dire aujourd'hui. Si, on pourrait le dire. On pourrait le dire à une seule condition, et tous les humoristes ne le rassemblent pas, c'est d'être absolument
insuspectable sur ce terrain. Oui. Bon, moi, c'est mon cas, mon parcours fait que mes amis, mes accointances, tout le monde dans lequel je vis et tous les gens avec lesquels je montrent directement que je n'ai que je n'ai rien ni contre les juifs ni contre les homosexuels. Alors, je peux aussi dire, on me dit que des PD se sont glissés dans la salle, je peux le dire. Maintenant, ne va pas le dire tous ceux chez qui le public ne reconnaît pas directement qu'il n'y a aucune suspicion possible. Des proches étaient évidemment un type extrêmement clean, extrêmement clair sur tous ces trucs-là. Donc on ne pouvait pas le suspecter d'une mauvaise intention. Oui, donc on doit quand même aller vérifier dans le casier judiciaire personnel de l'auteur désormais. Oui, mais c'est pas le censeur qui va vérifier, c'est le public lui-même. C'est le public qui effectivement recevrait mal de Dieudonné certaines choses qu'il pouvait recevoir de des proches. François Rollin. C'est bien normal. Greg, t'habilles bien à ce sujet. Oui, je suis globalement d'accord. Après, il y a quand même... On a le droit de tout dire, mais certains s'autocensurent, parce que sinon, il y a une addition à payer. Donc, est-ce que c'est pas finalement une censure ? Du coup, si l'autocensure est un peu contrainte... Oui. Une censure financière, oui. Déjà, oui. Oui, bien sûr. Oui. La censure de la gamelle. Oui. On a toujours la liberté de parler contre un mur. Ça, on peut pas nous l'enlever. À moins vraiment de nous couper la langue, mais... Oui. Alors, je vous propose, puisque justement, je citais, vous avez été le roi Lot, le professeur Rollin, qu'on aille faire un petit tour aussi dans cette villa que vous avez menée avant d'écrire le livre, et notamment, allez, on va regarder Palace, la bagarre, donc la rencontre du professeur Rollin. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Là, je l'avoue, j'ai vraiment eu la trouille. Quand j'ai vu là à l'instant ces personnages dont la conversation commençait à s'envenimer, j'ai bien cru que ça allait être la bagarre générale et j'ai eu la trouille. Pensez, une bagarre générale, ce sont des blessures atroces, des mâchoires brisées et des crânes éclatés, des éclaboussures de cerveau embouillis sur les murs, des membres arrachés et des moignons qui pissent le sang, des enfants, les tripes à l'air, qui agonisent en hurlant comme des loups. Mais est-ce qu'on a seulement pensé à moi, qui a un tel dégoût de la violence? Est-ce qu'on a seulement fait l'effort de se souvenir qu'à l'âge de 11 ans, j'étais en 5e et qu'au lycée de Versailles, Rémi Lefort, qui mesurait 15 cm de plus que moi, m'a foutu son poing sur la gueule sans aucune raison? Est-ce qu'on s'est seulement demandé si je n'allais pas être complètement bouleversé par cette bagarre générale, si je n'allais pas dégueuler par terre, mais cracher du sang mélangé à de la bile? Si je n'allais pas revivre toutes les nuits ce cauchemar jusqu'à m'en flanquer une longue grippe carabinée? Je suis désolé de vous dire que personne n'y a pensé. Je ne vous dis pas bonsoir. Merci, professeur Rollin. Voilà, humour extrêmement grinçant. C'est quand même une de vos pattes. On vous retrouve régulièrement dans cet humour grinçant, ce décalage entre le sujet léger. Je les redécouvre d'ailleurs, les épisodes de Palace, parce que c'est il y a longtemps. Oui, puis on sent le décalage aujourd'hui avec le style vestimentaire et tout sûr. Ça. Mais je vois déjà comme Rib avait bien filmé tout ça. Il a vraiment très, très, très bien filmé cette émission. Et il faut vous dire que quand Rib a essayé de vendre l'émission aux chaînes, à Canal, puis à France 2, tout ça, les pontes ne voulaient pas du personnage du professeur Rollin. Pourquoi ? Eh ben parce que c'était trop absurde, c'était trop ça allait être clivant, certains allaient comprendre mais d'autres pas. Nous comprenons, disait-il, mais le public. Et Rib a tenu bon et c'était très courageux. Et d'ailleurs la suite lui a donné raison puisque ce personnage, il a eu un succès, pas seulement auprès des universitaires de bac plus 22. Donc, mais c'était pas facile. Et de toute façon, d'une certaine manière, un des humours les plus difficiles à placer ou à vendre, c'est cet humour-là, un peu décalé, un peu absurde. Ce qui rassure les vendeurs, les commerçants, c'est de l'humour très facilement étiquetable. Alors là, c'est de l'humour noir, point à la ligne, ou c'est de l'humour familial, souvent l'humour qui engage à rien, tout ça, ou c'est de l'humour politique, alors on tire sur le personnel politique. Tout ça, c'est bien repérable. Mais l'humour un peu absurde, un peu british, ça leur fait plus peur parce que
on sent qu'on peut pas tellement le capturer. On ne cerne pas, oui, c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas forcément un humour qui fait éclater de rire. Non. C'est un humour qui fait sourire. Oui. Ou qui allège, comme vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, parce qu'il nous élève. Mais il nous fait pas, enfin, moi en tout cas, il me fait pas éclater de rire immédiatement, quoi. Non, d'ailleurs, l'humour est fait pour ça. Le comique est fait pour faire rire. Un comique qui ne fait pas rire, y compris aux éclats, a un petit peu raté sa vocation. Mais un humoriste n'est pas obligé de faire rire. Vous regardez les dessins, c'est frappant, parce que devant un dessin, il est rare de rire tout seul. Devant un dessin de Sampé, il y a un humour extraordinaire. Et une poésie aussi. Une poésie, et on ne rit pas, on n'est pas là. Même si je le regarde avec Greg, on va pas être là, se taper sur les cuisses. L'humour, il a cette espèce de finesse. Il n'inclut pas forcément le rire aux éclats, quoi. Et c'est la place que vous revendiquez, vous, justement, dans l'humour, c'est celle-ci. Ouais, je revendique plus aucune place maintenant. Ouais. Ça y est, je suis au bout du rouleau. Mais oui, c'est plus mon positionnement. Oui. C'est ça qui me vient naturellement. Les artistes avec lesquels j'ai aimé travailler, tous ceux que j'ai mis en scène, comme Arnaud de Samer ou Pierre Palmade, tout ça, sont plus des gens qui sont proches de ce monde-là que Anne Roumanoff, qui elle va être vraiment plus sur un créneau de comique traditionnel, pas plus sur Fernand Reynaud. D'actualité aussi. D'actualité, tout ça. Voilà. Greg Tabibian, vous situez-vous où vous? Parce que vous êtes plutôt de l'humour, de la critique de la politique avec humour, en fait. C'est plutôt mon créneau. C'est un créneau qui est classique, qui est, comme le disait François, qui n'est pas surprenant, qui existe depuis très longtemps, qui est celui de la satire politique, tout à fait. Et qui n'a pas d'autre vocation qu'aider des gens à rester connectés à l'actualité sans se tirer une balle, parce qu'il y a des gens, Pujadas, ils n'en peuvent plus. Et ils ont besoin que ce soit dit autrement. Sans analyser, je fais pas d'analyse du tout, je donne le fait et puis j'essaye de souligner son absurdité, même si, comme on disait tout à l'heure, il y a de moins en moins à rajouter, quoi. de moins en moins à parler derrière, finalement. Et vous avez beaucoup de commentaires de personnes qui vous disent « Heureusement que vous êtes là, vous m'aidez à tenir face à cette actualité ». Ils sont de plus en plus nombreux, ces commentaires-là. C'est pas forcément bon signe, mais ils sont de plus en plus nombreux. En tout cas, moi, je le vois de plus en plus. Si c'est bon signe, mais si c'est très bon signe, et c'est très important. Il faut se dire que c'est toujours difficile de recevoir des compliments. Et quand les gens viennent me dire ce que vous avez fait ici ou là, ou dit ici ou là, m'aide à vivre. C'est dur à recevoir parce qu'on l'a pas fait pour eux. Hein, on l'a fait comme ça. Peut-être même c'était une commande. Peut-être même on a gagné beaucoup de fric sur le jour où on a fait ça. La personne vous remercie. Ça vous fait porter une grande responsabilité, soudainement. Mais il faut savoir le recevoir. Moi, je vais vous dire quand est-ce que j'ai réalisé ça. C'est quand j'ai fait des compliments à des proches, la première fois que je l'ai rencontré, et qu'il les a reçus. Mais il les a reçus en faisant un petit peu à reculons. Et je me suis dit, mais il faut qu'il accepte qu'il est important pour moi. Et moi, à mon tour, alors si je suis important pour des gens, faudra que j'accepte. Vous êtes important pour toute une génération, dont la nôtre, qui a été bercée par d'autres personnages. D'ailleurs, on va passer le Roi Lot de Kaamelott. Alors celui-ci, vraiment, je ne connais pas un jeune de mon âge qui n'ait pas adoré Kaamelott et votre personnage. Alors regardons un petit extrait du Roi Lot. Ah, ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons. Voilà, alors Kaamelott, c'est aussi toute une aventure, parce qu'il y a, là, on voit le personnage de Roi Lot, toujours votre humour très grinçant, là, cette fois-ci, plus qu'absurde. Et puis, il y a aussi le décalage même de la série, mais c'est comme Pallas, finalement, ce sont des séries qui surjouent et qui aiment ce surjeu. Oui, et qui sont cultes toutes les deux. Ah oui, tout à fait. Ce sont des modèles et des thématiques très différentes, mais qui sont cultes toutes les deux. L'avantage de Kaamelott, c'est que l'aventure n'est pas terminée, puisqu'on va tourner les films numéro 2 et numéro 3 tout prochainement. Oui, c'est toute une aventure. Alors, elle ne me doit pas grand-chose. Elle est surtout l'œuvre de l'immense Alexandre Astier, qui a un amour de bonhomme, en plus d'être un génie
Et quand vous avez vu le début, le script de cette série, vous n'êtes pas dit finalement là on retourne dans un monde complètement différent, moyenâgeux, etc. Dans une période où justement on a plutôt tendance à regarder tout ça avec un air un peu supérieur. Et là finalement on réussit à reprendre cet imaginaire avec énormément d'humour, ce qui était pas forcément un pari. Je veux dire comment j'ai rencontré Kaamelott, c'est qu'un jour à la télévision que je regarde peu, j'ai vu par hasard un épisode d'un truc que je savais même pas ce que c'était, dans lequel j'ai repéré un vieux copain qui est Pappagalli, Serge Pappagalli bien sûr, qui joue le roi des paysans, le chef des paysans, le paysan, bon. Et j'ai trouvé ça très drôle, justement, parce qu'il y avait un côté nonsense, un côté british, un côté décalé, comme ça. Et j'ai téléphoné à Pappagalli en disant, je viens de te voir à la télé dans un truc, dis aux gens qui font ça que c'est quand ils veulent. Et le lendemain, Alexandre Astier m'a appelé en disant, bon, eh ben alors, venez. On va trouver un personnage. Mais c'est, oui, c'est... Oui. Justement, beaucoup d'humour. C'est pareil devant Kaamelott, c'est rare qu'on rit, voilà. Un peu plus peut-être, un peu plus quand même. Un peu plus que Professeur Rollin. Mais en tout cas, on rit moins qu'on est supposé rire devant, par exemple, un truc qui est bête comme tout. Non, scène de ménage. Ah oui. Scène de ménage. On est censé rire en scène de ménage. Ouais, oui, je comprends bien. D'ailleurs, pour un peu, ils mettraient des faux rires. Ils en sont pas loin. Ils mettent une musique qui ressemble à des faux rires. Bon, Kaamelott, c'est plus aussi une œuvre de fiction, puis aussi un truc qui fait réfléchir. Il y a quelque chose des caractères de la Bruyère dans Kaamelott, parce que Perceval, c'est un profil éternel, Lot aussi, le traître, donc il y a les grands caractères de l'humanité sont là-dedans, et c'est absolument délicieux à tourner, parce que tous ses partenaires sont formidables. Greg Tabibian, vous regardez, vous, Kaamelott ? J'ai tout regardé, bien sûr. C'est générationnel. Enfin, j'étais fan depuis le début. Ça vous a peut-être aussi inspiré pour vous tourner un peu vers cette critique humoristique de la société, ou pas du tout ? C'est peut-être arrivé un peu tard par rapport à mon âge. Donc, mais c'était évident qu'on a tous rêvé d'écrire des scènes comme celles qui ont été faites dans Kaamelott, ou de jouer des scènes comme celles qui ont été faites dans Kaamelott. Et puis, je suis assez ami avec un camarade de la série que je salue, Jean-Robert Lombard, oui, c'est vrai. Qui ont fait les 400 coups quand on arrive à se croiser. Et... Qui est le père Jean, le père Blaise. Père Blaise. Je dis Jean parce que pour moi c'est Jean-Robert Lombard. Oui. Mais le père Blaise, oui. Alors je reprends un peu votre livre et votre tentative d'expliquer le mal de notre société. Alors vous abordez de grandes questions, la surpopulation. Alors ça c'est marrant, hein, vous faites des études au kilomètre carré, Paris 4 fois plus grand, donc finalement si on avait moins de place, plus de place on s'engueulerait moins. C'est probable, hein. Et en plus c'est tout à fait vrai et probable. et puis vous allez chercher d'autres solutions, d'autres réflexions comme la bobinette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la bobinette déjà tout le monde. Oui, alors la bobinette, c'est, je crois, ce que les spécialistes appellent l'agrafe textile. C'est le petit morceau de fil blanc embobiné qui rassemble les chaussettes dans une paire de chaussettes qu'on trouve au supermarché. Et ce truc est responsable de la décadence dans la mesure où il est supposé se détacher d'un geste simple. On est supposé tirer sur le petit bout qui dépasse et tout s'en bat. Et c'est pas vrai. Quand on tire sur le bout qui dépasse, au contraire, ça serre le truc et ça devient encore plus difficile de séparer les chaussettes. Et je crois que cette chose-là a rendu fou des tas de gens, et que c'est ça qui... Puis après une sieste, je réfléchis, puis je me dis que c'est pas forcément la cause. Vous faites beaucoup de siestes dans votre livre d'ailleurs. Mais oui, parce que à chaque fois que j'ai trouvé l'origine du mal, après une sieste, je me dis que non, ça doit pas être ça quand même. Mais alors, j'en rajouterai un quand même sur cette histoire de chaussettes accrochées par le petit bout du fil. Il y a aussi la disparition de la chaussette. Vous l'avez pas mis, mais la disparition de la chaussette. Vous avez jamais une chaussette qui disparaît quand vous la mettez à la machine à laver ? Il y en a toujours. Vous mettez une paire et il y en a une qui disparaît. Oui, c'est vrai. Et nous avons tous chez nous des paniers avec des chaussettes orphelines. Non, mais moi j'ai eu 2 paniers. Un jour, je retrouverai ça. La deuxième, oui. Non, ça doit être aussi un peu. Ça doit être lié à la bobinette. Oui. Là, vous en avez un autre, c'est les micro-bourrimés. Alors, micro-bourrimé, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que c'est. Je vais vous citer un extrait, ça m'a fait beaucoup rire. Cette fois, c'est au Café Tabac, parce que chaque fois, vous revenez avec une grande décision, la décision d'avoir vraiment compris. J'ai enfin trouvé. Oui, j'ai trouvé. Donc là, vous revenez fort de cette nouvelle idée. Cette fois, c'est au Café Tabac, le Grand Pavois sur le port de Sète, que j'ai eu la révélation. Tout le mal vient de l'usage abusif, autant qu'intempestif, d'expressions toutes faites associant un constat ou une consigne à un prénom qui rime, dont le spécimen le plus répandu actuellement est Tranquille Émile.
Formule creuse et racoleuse, qui devance de peu ses cousines cool Raoul, à l'aise Blaise, relax Max, tout juste Auguste, tu parles Charles, à la tienne Étienne, fonce Alphonse, au hasard Balthazar, Ancel Marcel, et plus rare mais aussi tout aussi oiseux, Pénard Bernard, je ne connaissais pas celui-là. À ce concernant Florilège, on pourrait ajouter quelques variations décalées du genre roule ma poule, bah oui. Allons-y, allons-y, Cimer Albert, tranquillou bilou ou à plus dans le bus. Voilà. C'est vrai que rien que la série, finalement, est déjà très, très rigolote. C'est vrai qu'on se demande comment on a pu inventer autant de bêtises. Quel usage, d'ailleurs. Et donc, finalement, c'est pas les micro-bourrimés qui sont à l'origine du mal. Ouais. Non, d'ailleurs, la fin du livre, je ne veux pas divulgacher, oui, c'est ça. mais je crois bien que ça se termine. Je ne trouve pas, finalement, donc l'énigme, à la fin des fins, n'est pas résolu. Mais vous passez quand même en revue également à la fin, dans un préambule, le renouvellement des brosses à dents, qui pourrait aussi être responsable. Et alors là, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il y a vraiment une difficulté dans le monde avec le renouvellement, enfin en tout cas chez moi, avec le renouvellement des brosses à dents, le renouvellement des éponges, et éponges que vous décidez de jeter finalement à la fin du livre. Quand même, vous jetez plusieurs éponges, parce que vous jetez l'éponge de l'explication du mal et l'éponge de l'explication de l'échec de votre explication. J'ai pas trouvé l'éponge et je sais même pas pourquoi j'ai pas trouvé. Ouais. Parce que quelquefois on trouve pas, mais on sait pourquoi on n'a pas trouvé. Alors là, il y a une hypothèse. Pourquoi j'ai pas trouvé, c'est peut-être parce que je suis un peu trop con, mais je n'ose pas. Vous préférez pas. Oui, je préfère pas insister pas prendre cette hypothèse. Vous préférez prendre l'autre. Ça m'arrange mieux. Oui, c'est ça. En tout cas, on passe un très très bon moment avec ce livre, D'où vient le mal. Donc je tiens à le dire parce que on peut penser aussi humour noir, donc pas forcément. Et là, c'est quand même très très léger, très joyeux. Oui, c'est vraiment fait pour être un divertissement, même si j'aborde toute une série de questions de société et d'actualité et même un peu philosophique. Donc ce livre n'est pas creux, mais c'est pas une contribution à la philosophie politique. C'est vraiment un ouvrage de divertissement. Il y a un peu de poésie tout de même. Greg Tabibin, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, il y a beaucoup de gens qui font des livres qui sont censés être des contributions à la vie politique et qui n'en sont pas davantage. Voilà, qui n'en sont pas. Vaut mieux qu'on annonce l'inverse cette fois-ci. Ça me fait plus bander que le dernier bouquin de Manuel Valls, par exemple. J'ai plus envie de l'acheter. Je vous le recommande en effet. Alors, pas le livre de Manuel Valls. Non, mais bien sûr. Donc on continue dans cet humour. Un dernier extrait, cette fois-ci c'est un conte de Noël. Mais alors celui-là, pour le coup, je vais vous dire directement, il ne m'a pas fait rire, mais on va en parler ensemble. Je le trouve particulièrement dur. C'est peut-être parce que je suis maman, vous allez me dire. Alors on regarde cet extrait. C'est l'histoire d'un petit garçon très pauvre qui vit seul avec sa pauvre maman malade dans une cabane minable au milieu de la forêt hostile. Noël approche et le petit garçon a eu l'idée, pour égayer la cabane et rendre un peu de sourire à sa maman mourante, de couper un petit sapin et de le dresser au coin de l'absence de cheminée. Mais il n'a rien pour décorer son sapin, le pauvre enfant. Alors, il se rend à la ville, pieds nus, titubant de froid et de faim. Quelques heures plus tard, tout ébloui, le voici qui entre dans un joli magasin spécialisé en guirlandes de Noël et de sa petite voix éraillée par la laryngite, il demande « Pardon madame, pourriez-vous me donner une boule de Noël pour mon sapin? Une petite boule toute rouge. » « On ne donne pas les boules ici, lui répond la dame, on les vend. » « Mais c'est que je n'ai pas d'argent, s'excuse l'enfant tremblant, alors fiche-moi le camp. » Un peu plus tard, dans la rue glacée, l'enfant aborde un gendarme. « Monsieur le gendarme, ma maman est malade. Je voudrais lui redonner un peu de sourire en décorant le sapin de Noël, mais je n'ai pas d'argent. » « T'as qu'à dire à ton père de travailler un peu plus, lui répond le gendarme. « C'est que mon papa est mort, dit l'enfant, les yeux pleins de larmes. » Alors le gendarme se penche vers l'enfant et lui dit « T'es pas le seul, mon petit père, à avoir un papa mort. Si je devais dépanner tous les orphelins, j'aurais bientôt plus de quoi m'acheter de la langouste. Allez, assez discuté, déguerpis, petit morveux. » Désespéré, le pauvre gosse s'en retourne à sa pauvre cabane. Sa mère est là, fiévreuse, mourante. En voyant entrer son fiston, elle s'écrie « Où étais-tu passé? Voilà des heures que je te cherche. »« C'est pour le sapin, bredouille l'enfant. Je voulais le décorer pour te donner un peu de bonheur de Noël, mais je n'ai rien pu trouver. »« Qu'est-ce que c'est que ces balivernes » hurle la mère. Et malgré son cancer en phase terminale, elle trouve la force de balancer au gamin une gifle retentissante. Après quoi, elle décède, et l'enfant aussi, car la gifle lui a déplacé une vertèbre, il ne peut plus se relever, et le froid glacial le consume en quelques jours. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, tout simplement pour vous dire, à vous,
qui avait des tonnes de guirlandes et de boules multicolores dans vos placards, mais qui n'avait pas encore acheté de sapin, pour vous dire qu'il y a, à l'intérieur d'une cabane, dans une forêt pas très loin de chez vous, un petit sapin disponible, déjà coupé et gratuit. Terminons avec un précieux conseil de Noël. Ne confondez pas la bûche qu'on met dans la cheminée et qui ne se mange pas et la bûche qu'on mange au dessert qui ne brûle pas. Pour vous aider, apposez sur la bûche qui se mange une étiquette BQSM, bûche qui se mange, et sur l'autre une étiquette BQB, bûche qui brûle. Et attention, ne mélangez pas les étiquettes. Hein. Un peu de champagne ? C'est particulièrement noir quand même, hein, celui-là. Mais c'est la dénonciation de cette chose qui existe, hein, qui est la pauvreté, la précarité et la méchanceté du monde. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, bien sûr. Et donc je la dénonce en et feignant. Et puis la dénonciation aussi de la surconsommation de Noël et tout ça. On est dans le... Oui, tout ça, ça raconte un peu quelque chose. C'est comme d'habitude, c'est de la déconnade, puis c'est de la déconnade avec laquelle j'essaye de dire quelque chose. Voilà, c'est vrai que c'est particulièrement à Noël, je suis toujours, moi, je suis pas le seul, hein, mais je suis très chagriné par toute la misère, toute la tristesse, et encore plus auprès des enfants, parce que une grande personne qui a laissé tomber son cornet de glace, c'est pas très triste, mais un petit garçon de 6 ans pour qui c'est un drame, ben, c'est très... Voilà, bon, je veux pas faire de misérabilisme, mais c'est... Ce truc-là n'a pas pour but de... Il n'y a aucun cynisme là-dedans. Il y a au contraire l'expression... Voilà, j'y attends un rire cathartique. Oui. Mais bon, moi, en tout cas, justement, on sent ce que vous voulez transmettre. On sent la critique, mais en même temps, mais je crois qu'il y a aussi une différence entre l'écrit et le fait de voir une scène comme celle-ci. Quand je vous lis, si vous êtes noir, ça ne me dérange pas. Quand je vous vois, on est peut-être un peu plus empathique dans oui, vous le seriez encore plus si je filmais ce que je suis en train de raconter, parce que je pourrais faire un court-métrage de fiction où on verrait ce gamin mourir sur le cadavre de sa propre mère. Mais ça commence à être vraiment pas drôle, là. Les grands maîtres de l'humour noir, Jean-Yann par exemple, nous ont montré en effet à quel point c'est en allant choquer, en allant émouvoir le spectateur ou l'auditeur à un endroit assez douloureux, qu'on peut... C'est ça, il y a un côté douloureux quand même. On touche quelque chose de douloureux. Bien sûr. Mais tout n'est pas très, très joyeux dans ce monde. Hein. Oui, mais ça c'était notre point de départ d'ailleurs, et le vôtre. Je décade, nous décadons. Et on peut y faire quelque chose. Oui, tout à fait. Greg Tavivian. À l'échelle à nous trois, on va pas changer le monde, hein. Mais si on peut faire avancer d'un tiers de millimètre, c'est déjà vachement bien. Non, mais en fait, ce que vous proposez tous les deux à votre manière, à chacun, c'est pour ça que je suis très heureuse de vous avoir tous les deux, c'est justement de ne pas changer le monde, mais de s'élever au-dessus de ce monde finalement, une petite bulle, une petite respiration. Oui, puis de mettre un petit peu d'espoir, c'est d'être en bonne santé et de dire... Eh ben, vous voyez, bien que je sois en bonne santé, je m'en fous pas de toute la merde qu'il y a autour. On va essayer, on va peut-être y arriver. On va peut-être arriver à faire mieux. Oui. C'est cette histoire qu'adorait Roland Topor. C'est un vieux philosophe écossais qui avait écrit sur tout. Et à la fin de sa vie, on lui demande, vous qui avez réfléchi à toutes ces questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde aille mieux ? Et ce vieux philosophe, après une seconde de réflexion, répond simplement « be a decent man », c'est-à-dire être soi-même un honnête homme. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est pas si facile, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux. Après, voilà. Chacun de ceux qui nous écoutent et de celles qui nous écoutent aujourd'hui peuvent se dire « ouais, plus je vais être moi quelqu'un de bien », plus je donne une petite chance à ce que la barbarie recule et qu'un jour, peut-être, le monde soit meilleur pour les enfants dont nous avons parlé, les vôtres, les miens. Les vôtres que vous citez, hein, et notamment la petite dernière, qui est très présente, la petite Nina, qui est très présente dans votre livre, mais vous avez 3 enfants, je crois, avant, c'est ça ? J'en ai 4 et puis ma petite dernière, oui. Oui, c'est ça. J'en ai... Greg, l'humour noir, ça vous parle un peu quand même, on n'est pas très... Enfin, jusqu'ici, tout va très mal. Oui, mais c'était pas vraiment un livre à vocation forcément humoristique. Mais on reprenait la phrase de la haine.
Et oui, jusqu'ici tout va très mal. Ça rejoint un peu l'idée, parce que j'ai lu tout à l'heure le quatrième de couverture où vous dites que justement c'est pas on arrive, on n'est pas en train de basculer. Ça fait déjà 20 ans qu'on a basculé. Oui, c'est vrai que c'est une analyse intéressante d'ailleurs quand on dit nous décadons. Pour reprendre 20 ans qu'on décade, ça fait en pas. Fait, non, oui, la décadence est déjà arrivée, on est déjà en plein dedans. Oui. Alors, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en sortira pas. Oui. C'est ce qui m'a beaucoup touché dans un très beau livre qu'a fait Jean-Louis Chifflet, c'est qui s'appelle Attention à la marche. Chifflet, qui est un philosophe humoriste, qui est comme ça un mélange des deux, et qui, après avoir constaté tout ce qui donne lieu à être pessimiste, dit quelque part, du haut de ses 82 ans, que ouais, mais les jeunes gens, ils vont probablement trouver un truc que je ne sais même pas imaginer, mais pour passer à côté de la catastrophe. Et ouais, il a raison, c'est intelligent, c'est pas seulement optimiste, c'est intelligent de penser ça. Que les gamins qui ont aujourd'hui 3 ans, 5 ans, 12 ans, vont peut-être bien avoir la ressource que nous n'avons pas eue, et, pour éviter la catastrophe, améliorer le monde, enfin tout ce que vous voudrez. Alors vous, votre ressource, en riant dans l'écriture de votre livre, vous dites si j'étais pessimiste et donc la fin du monde serait pendant 20 ans, ça servirait à rien que j'écrive ce livre, donc je préfère rester optimiste. Rien que pour ça déjà. Soyons. Mais revenons à vous, Greg Tabibien. Donc du coup, vous disiez, c'était pas vraiment un livre humoristique que vous tentiez d'écrire, mais ce constat, en tout cas, de la décadence, vous le faites tous les jours, notamment au travers de l'actualité, et vous réussissez quand même à en rire encore. Ou par moments c'est difficile. J'en fais peut-être plus rire les autres que je ris moi. Personnellement, c'est vrai que des fois c'est. Oui, mais est-ce que c'est pas le cas de tous les humoristes, justement? Finalement, là, on sent bien une grande sensibilité chez vous aussi, François Rollin. Mais oui, forcément, parce que le rire procède d'une rupture, d'une discontinuité, et soi-même, la pensée, elle tourne toute seule, donc on ne se surprend pas. Je ne peux pas me surprendre avec ma propre pensée. Je peux vous surprendre, vous, parce que j'ai déjà pensé le truc, et vous ne voyez pas arriver la rupture, mais moi, forcément, je la vois arriver. Donc, vous pouvez, un humoriste, il ne rit pas de ce qu'il fait. Ce qu'il peut, c'est être plus ou moins content de ce qu'il a produit. Oui, mais et puis de sentir quand c'est drôle. Oui, de son effet. Mais pour revenir sur la question que je posais, Greg Tabibien, finalement, pardon, vous n'avez peut-être pas aimé cette comparaison, mais est-ce que c'est pas l'effet du clown triste, finalement, celui qui raconte en faisant rire les autres, mais qui lui-même est triste, parce que ce qu'il raconte, c'est votre conte de Noël, c'est voilà. Donc est-ce que finalement c'est pas aussi le lot de certains humoristes, en tout cas, le lot, non, un peu ultra sensibles. J'ai des collègues qui vont très bien. Ils sont très bien. Je crois pas trop à ce truc où on est obligé d'être torturé pour pouvoir. Non, je pense qu'il y a peut-être des gens qui se mentent sur leur dépression en se disant que c'est un outil de travail. Mais je pense pas que la dépression soit un outil de travail. Mais vous faites rire ou pas alors finalement, Greg Tabibien? Moi, je me fais rire. Oui. Non, je sens quand un truc va être bon, et des fois je le sens pas. D'ailleurs, je le sens mal. Et des fois, on arrive et pourquoi ça rigole pas? Parce que c'était pas drôle. et surtout quand on fait beaucoup d'écran, ce qui est malheureusement mon cas ces dernières années, plus que de scène. Là, le rire, on est obligé de se. C'est vrai qu'il y a une distinction aussi. Là, auditivement, il y a pas de retour. Hein. Donc, vous êtes seul. Et alors, comment ça se passe une chute quand vous faites vous-même votre propre de l'humour seul? La chute doit être particulièrement difficile. Je pensais déjà sur scène ici, on a les petits, on a vu les extraits, il y a la musique qui se met derrière et tout ça, mais finalement la chute d'un effet comique est toujours un peu difficile. Mais alors quand on se retrouve seul avec soi-même, ça doit être particulièrement sans effet. C'est difficile que n'importe qui fait sa chronique à France Inter. C'est sûr que oui, des fois peut-être qu'on a dit un truc qu'on pensait être plus drôle que ce qu'il a été, et que si on l'avait fait sur scène, on aurait eu plus de confirmation, de retour, etc. Oui, mais alors après, en plus, quand on fait de la matinale, du boulot de chansonnier et tout, de toute façon, le lendemain arrive très vite. Donc, oui, ça c'est sûr. Ouais. Et de toute façon, on ne fabrique pas un sketch et ensuite on cherche la chute. On a un effet comique qui est la chute. Et on le construit, en amont pour l'amener. Bien sûr. Alors, je vous propose d'aller faire un dernier petit tour sur notre dernier extrait. Je crois que c'est encore pas là. On va retrouver le professeur Rollin. Quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Hop. Bien, monsieur. Vous l'avez certainement remarqué, une des chambres du palace porte le numéro 27. Attention. Le nombre 27 n'est pas un nombre tout à fait comme les autres. Certes, il est supérieur à tous les nombres de 0 à 26, mais, car il y a un mais, il est inférieur à tous les autres. Pourtant, ce qu'on a appelé la malédiction du 27 peut aisément être conjuré.
Il suffit pour cela de multiplier 27 par 116, qui est le point d'ébullition de la naphtaline, et d'élever ce premier résultat à la puissance 17, qui est le prix en dinars d'un lot de 11 jolies boules de naphtaline. On obtient alors le nombre inscrit sur ce carton, qui laisse loin derrière lui un joli paquet de nombres nettement inférieurs. Pour peu que personne ne vous ait vu faire les opérations susmentionnées, un rideau de douche autour de votre table de travail, par exemple, fera très bien l'affaire. Tout le monde croira que la performance de ce nombre est celle du 27. Et la malédiction n'a plus qu'à se retirer sous les huées d'un peuple en furie, rassemblé à la hâte sur la grande place de Strasbourg, mêlé en une foule compacte et bigarrée, au sein de laquelle quelques opportunistes profitant de l'aubaine tirent les poils des fesses des femmes mariées. Bonsoir. Un petit peu plus. Merci, professeur Rollin. Alors, ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est encore un sujet qu'on n'a pas encore abordé ensemble, c'est votre amour de la langue française. Là, on voit justement avec quelle subtilité vous maniez les mots. Et d'ailleurs, je le précise, puisque c'était marqué, je ne l'ai pas annoncé, vous avez reçu en 2009 le prix Raymond DeVos de la langue française. Et vous avez été auteur de plusieurs ouvrages sur la langue française. Oui. Et d'ailleurs, d'ouvrages aussi sur la bêtise, Suis-je bête et dictionnaire amoureux de la bêtise. Mais cet amour de la langue française, alors il est particulièrement appréciable. Est-ce qu'il participe, vous croyez, de l'effet humour ou c'est vraiment deux choses différentes ? Non, c'est deux choses qui sont liées. C'est-à-dire que l'humour, c'est mon terrain de jeu et un des outils, un des instruments pour jouer sur ce terrain, c'est la langue française. Mais je ne suis pas le champion de l'amour de la langue française. On est des millions et des millions dans toute la francophonie, bien sûr, à aimer la langue française et jusqu'au plus profond des banlieues les plus pourries. On aime la langue française. Aimer la langue française, ça ne veut pas dire parler avec des vieux mots que seul Bernard Pivot connaît. Ça veut dire aimer communiquer, aimer jongler, aimer plaisanter avec cette langue, aimer la déformer, aimer faire du verlan, aimer... c'est ça qu'on retrouve beaucoup chez vous d'ailleurs aussi dans votre écriture, dans ce livre notamment, c'est cette articulation de même dans une même phrase de mots qui ne sont pas censés se rencontrer et qui se rencontrent au gré d'une phrase inattendue, et c'est évidemment aussi un effet comique. Oui, et l'amour de la langue française est une chose que nous partageons tous, et c'est un vrai grand trésor, parce que, comme je me le dis souvent, j'ai plein de différences avec plein de gens. Il y a des gros, des maigres, des grands, des petits, des roux, des yeux bleus, des yeux marrons. En revanche, il y a plusieurs centaines de millions de personnes avec lesquelles j'ai cette chose en commun, cette langue française. Et eux la parlent comme ci, moi je la parle comme ça. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. L'important, c'est de pouvoir évoluer tous autant qu'on est à différents niveaux de langage, aux différents moments que nous propose la vie. Oui. Donc, c'est aussi bête que ça. Et beaucoup s'attendent à ce que, avec mon phrasé un peu parfois littéraire et ma langue un peu choisie, je me fasse pas comprendre des gens qui n'ont pas le bac. C'est pas vrai du tout. Ils me comprennent très bien. Du moment que je ne les méprise pas, ils sont super partant pour jouer aussi avec cette langue. Et quand je fais une intervention, une petite conférence auprès de gens peu instruits, et ça les amuse de dire « Ah oui, et puis il y a un mot que vous avez dit l'autre jour, ça veut dire quoi ?» Et puis ils sont très contents de l'apprendre. C'est pas pour se foutre de ma gueule, pas pour dire qu'ils sont mauvais, c'est jouer avec cette langue et toutes ces nuances et tout ça. Donc c'est une belle chose. Je crois qu'il y a une radio du Front National, à l'époque peut-être du du Front National, qui avait une émission qui disait langue française, trésor de notre patrimoine. Alors c'était une émission faite par des vieux cons, ça je vous le cache pas, des vieux donneurs de leçons, des vieux papis grincheux, tout ça, mais trésor de notre patrimoine, ouais, c'est pas mal quoi, parce que c'est vraiment un truc très très partagé. Greg Tavivian, à ce sujet, sur l'amour de la langue française. C'est quelque chose qui est central. Alors moi, je découvre une autre forme un petit peu qui est liée justement à l'utilisation des mots en ce moment, qui est une nouvelle posture, qui est la posture du ringard. Mais ça, ça vient quand on commence à être un petit peu un ringard. Alors, sous-entendu, quelqu'un de 40 ans qui ne comprend plus. Et j'aime bien parfois prendre plaisir à essayer d'imiter des expressions que je ne comprends absolument pas, que la tournure de la phrase montre que je ne les comprends absolument pas. C'est un peu à double tranchant, parce que des gens qui vous connaissent pas ne vont avoir qu'un réflexe de moquerie par rapport à quelqu'un d'un peu
D'un peu vraiment ringard. D'un peu vraiment ringard, mais ceux qui voient que c'est un effort délibéré d'essayer de... J'aime bien ce personnage qui essaie de rester dans le coup, mais qui est très mauvais à rester dans le coup, parce qu'il l'a jamais été déjà. Et ça se sent dans son usage de la langue française, justement, le ringard, où on sent, par exemple, ces expressions décalées. J'essaie, oui, j'aime bien mélanger des termes jeunes complètement, que je ne maîtrise pas, avec parfois peut-être des tournures de phrases plus désuètes, qui trahissent, bien sûr, non, j'essaye de... C'est le fameux « c'est très affriolant », comme disent les jeunes. Voilà, exactement. Oui. C'est un truc une rêve des années 90 en disant comme disent les jeunes, voilà. Et comment ça se passe quand on veut faire de l'humour ? Est-ce qu'on se dit d'abord, aujourd'hui, je vais être ce personnage-là, et donc vous dites, je vais être le ringard, je vais travailler cet humour-là, du ringard, ce personnage-là, et devoir le développer, et les choses viennent au fur et à mesure. Par exemple, vous, François Rollin, on le disait tout à l'heure, vous avez quand même développé plusieurs personnages avec plusieurs types d'humour. On a l'humour noir, l'humour décalé, mais comment ça se passe ? Vous décidez, vous le travaillez, ou alors c'est un répertoire que vous aviez... J'ai eu très tôt l'envie de passer toute ma vie à jouer. Pas spécialement au théâtre, je ne savais même pas que ça existait quand j'étais petit, mais jouer à toutes sortes de choses, jouer aux billes, jouer à des jeux de société, et puis ensuite jouer au théâtre, jouer au cinéma, jouer avec la langue, jouer avec les mots, jouer pour que ce court passage que nous faisons sur Terre soit pour moi plus agréable. Et s'il est pour moi plus agréable et plus léger, je devrais pouvoir arriver à transmettre plus de bonnes choses que si je suis confit dans mon ennui et ma paralysie. Et donc, sur l'histoire des personnages, comment vous arrivez finalement à vous dire, cette fois-ci, ce sera, je vais commencer à travailler cet humour-là, cet humour noir, cet humour des mots, tout ça est très très instinctif. Hein. C'est ce qu'on demande à des romanciers, d'où vous viennent toutes ces idées, où il y a un poète, où allez-vous chercher tous ces mots. C'est 50 ans ou 30 ans ou 20 ans aussi Avec des périodes, est-ce que vous avez une période bleue, une période rose, comme on pourrait dire de Picasso Oui, parce que ce que vous vivez déteint forcément sur ce que vous faites et ce que vous dites. Donc vous avez toutes ces périodes, mais on ne prémédite pas grand-chose, on ne calcule pas grand-chose. On est joueur, on se laisse aller à jouer. Greg ne se prend pas la tête, j'imagine, pendant 8 jours en disant quelle va être la tonalité de ma prochaine intervention. Alors Greg, il est dans sa période noire, comme vous aurez pu constater, mais depuis longtemps. Depuis longtemps, oui. Non, c'est vrai, c'est très important, cette idée de jeu. C'est vraiment quelque chose que je partage beaucoup. Je me suis même fait tatouer un dé. C'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. C'est cette notion un peu du hasard aussi. Et puis de la volonté de jouer, quoi. Je pense que j'aurais pu faire autre chose, mais quelque chose qui soit pas lié au jeu, j'ai du mal à le... François Rollin, une dernière question pour vous deux, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission. Quand vous êtes dit, justement, vous avez dit, j'ai toujours eu en moi cette envie de jouer, cette envie de transmettre, de jouer avec les mots, de jouer des personnages. Quand vous avez décidé d'être humoriste, d'être comédien, c'est passé comment ? D'abord, c'est jamais très très bien accepté en général quand on fait ce genre d'annonce dans sa famille. Oui, alors ça s'est pas passé comme ça. Encore faut-il le comprendre soi-même déjà ? Il faut que je vous fasse une confidence, mais que j'ai déjà faite une ou deux fois. C'est que il se trouve, et je ne sais pas vous expliquer pourquoi, que ma vie professionnelle, je m'en branle complètement de bout en bout. Mais je m'en fous, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Tout ce qui compte pour moi, c'est ma vie privée, ma vie sentimentale et ma vie avec mes enfants. C'est peut-être déséquilibré, mais c'est comme ça. C'est grave, docteur. C'est peut-être grave. Mais alors, ça m'a pas mal aidé, parce que moi, je n'ai rien voulu professionnellement. Je n'ai fait que m'appuyer sur le désir des autres. Et des gens qui sont venus vers moi en me disant, tiens, toi, je te vois, puis tu as l'air de... Est-ce que tu veux... Donc, je n'ai fait que des choses que des gens m'ont suggéré de faire. Humoriste, jamais, je ne sais même pas le mot, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, c'est quelqu'un qui me dit, non, mais t'es rigolo, tout ça. Ça, tu voudrais pas nous le faire sur l'estrade ? Ah bah, si tu crois que je peux le faire, oui, je te dis, je crois que tu peux le faire. Eh ben alors, je vais essayer de le faire. Et c'est aussi parce que je m'en fous que j'ai une distance une distance qui est un peu quelquefois une hauteur et qui me sert un peu. Parce que j'ai certains confrères qui sont vraiment très très improgains ou très préoccupés de la concurrence, de la réussite, d'une médaille, d'une récompense et tout ça. Moi, tout ça, pour moi... Finalement. Donc, ils sont un peu moins libres. Moi, tout ça, je m'en fous tellement. Ça ne représente tellement rien. La qualité d'un homme ou d'une femme ne se juge
tellement pas à son parcours professionnel que, bon, ça m'a finalement un peu servi de m'en foutre. Oui. Greg Tavivian. Et vous alors? Moi j'ai eu le rapport inverse, moi. C'était ma vie sentimentale que j'ai mis un peu de côté pour mon travail. Donc là je l'ai payé par un beau divorce cet été. Et donc maintenant je ne refais pas les mêmes erreurs. Mais il a fallu apprendre. Oui. Donc, c'est-à-dire maintenant c'est quoi l'objectif? C'est d'abord la vie familiale? C'est d'abord pas que familial, oui, les proches, les amis, les choses qui sont importantes. Et puis bon, après on peut comprendre au début quand on démarre qu'il faut quand même, comme dans n'importe quel taf, peut-être beaucoup travailler. Une époque où il y a quand même beaucoup de concurrence aussi aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé. On n'a pas tout à fait le même âge, Greg et moi, et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé, notamment ça. C'est que moi, quand j'ai commencé dans le métier, il y avait 160 spectacles au Festival Off d'Avignon. Il y en a maintenant 1900. Voilà. Donc il y a 10 fois plus d'offres. Plus les chaînes YouTube. Ouais. Ah oui, maintenant. Et YouTube, quand j'ai commencé, les YouTubeurs gros à succès tenaient leurs millions d'abonnés en faisant une vidéo par mois. Ça se faisait. Après, c'est passé à une semaine. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas 3 fois par semaine minimum sur le truc, les algorithmes déjà vous disent il y a un problème, il y a un problème. Même des réseaux comme Twitch, si vous voulez avoir une monétisation, etc., vous devez avoir au moins 3 streams, 3 émissions par semaine. Donc, il faut fournir. Il faut fournir, et sinon on se décharge même pas. Il y a des gens qui en sont à 3 par jour. Oui, il faut fournir. Et alors, ça pose aussi la question justement de la créativité, de la création, parce que j'imagine qu'on peut pas travailler un spectacle de François Rollin de la même manière que quand on est, enfin moi je vois bien en quotidien, on n'a pas le temps de faire le même travail d'enquête par exemple qu'un reportage qui serait fourni une fois par mois. Donc on n'a forcément pas le même produit. Donc ça peut jouer aussi même sur l'ensemble de la scène aujourd'hui, de l'humour ou du spectacle. Oui, et puis forcément, il y a eu à un moment donné, les commerçants ont vendu beaucoup du rire et de l'humour, et ça a fait un appel d'air. Donc il y a des milliers de jeunes impétrants, de jeunes candidats, de gens qui se sont dit, de jeunes gens et de jeunes filles qui se sont dit, ouais, ça a l'air d'être un métier sympa, ce qui est vrai. Je pourrais en vivre, ce qui est moins sûr. Et donc. Mais vous avez toujours pu en vivre, vous, par exemple, François Rollin, ou pas? Ou il y a eu des moments de creux? Si j'ai toujours pu en vivre, mais ça s'arrête là. Ouais. Je dois être le plus pauvre des. Oui, mais justement parce que vous n'avez pas fait non plus, vous n'avez pas voulu faire, enfin vous n'avez pas recherché. Donc je me plains pas. Voilà, en même temps, vous êtes quand même maintenant reconnu dans la rue. La merveilleuse phrase de Jacques Brel, les riches le méritent bien. C'est-à-dire, ça veut dire, ils ont quand même fait des efforts que je n'aurais pas fait moi pour être riche. Et vous, Greg Tavivian, alors vous avez fait des efforts? Oui, j'en ai toujours globalement vécu très très mal à un moment. Il faut au point que c'était pas ma seule activité. Oui. Mais au bout de quelques années, c'est devenu ma seule activité, puisqu'encore une fois, de toute façon, on est arrivé à un moment où si vous n'avez pas une productivité de professionnel directement, vous n'émergerez pas. Donc il faut faire le sacrifice de son boulot perso, se dire qu'on va bien moins vivre, et puis qu'on va se donner une deadline raisonnable, en se disant, voilà, moi je m'étais dit, voilà, si tu as 33 ans, tu as ça vraiment, tu n'arrives pas à en dégager un SMIC, tu arrêtes, tu abandonnes le truc. Puis c'est arrivé avant, donc c'était très bien. Est-ce que par exemple vous trouverez drôle ceux qui cartonnent encore plus aujourd'hui sur le ton de l'humour, enfin en tout cas qui se présentent comme humoristes et qui cartonnent, j'imagine, sur les chaînes YouTube, TikTok et autres réseaux? TikTok moins, parce que c'est quelque chose qui est pas vraiment, c'est très rapide, c'est très, alors pour un bon mot, mais ça fait court. J'aime bien m'installer un peu quand même. Oui. J'aime bien m'installer. Oui, mais justement les nouveaux, ceux qui émergent, ceux qui réussissent à faire cette production. Oui. Des fois même je vais pas les regarder parce qu'il y a déjà tellement d'anciens que j'aime bien que des fois on a un peu c'est plutôt la flemme d'aller découvrir des nouveaux talents, mais les pépites elles sont. Il y en a vraiment des pépites. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. C'est comme avec les politiciens. Ceux qu'on a sont nuls, mais je doute pas qu'il y a des gens qui seraient infiniment meilleurs à leur place. Oui. Et qu'on ne connaît même pas et qu'on ne connaîtra malheureusement peut-être jamais. Ça c'est le problème. Voilà. Oui. C'est le problème. Et puis il faut surtout éviter de dire ce que un certain nombre de médias ont tendance à dire, et que il y en a trop. Ou alors il faut répondre ce que Mozart a répondu à cet archiduc qui lui disait dans votre œuvre là que je viens d'entendre, il y a trop de notes. Mozart lui a dit, vous avez certainement raison. Lesquelles?
Lesquels faut-il enlever? Et moi, quand on me dit, bah oui, mais il y en a trop des humoristes. Je vois bien que la situation n'est pas facile, mais ne me demandez pas à moi d'en enlever l'un ou l'autre. Je ne veux surtout jamais ce pouvoir-là. Donc, l'histoire va faire le tri, va faire le tri en fonction des vicissitudes, en fonction des nécessités de chacun, du talent un petit peu aussi, de la chance et tout ça. Tout ça va se stabiliser, puis on va. De toute façon, c'est assez sinusoïdal. Il y a des moments, l'humour prend beaucoup de place, et puis d'un coup, en ce moment-là, il y a 10 ans, c'était une valeur marchande très forte. Maintenant, ça descend un petit peu. La poésie a repris un tout petit peu de poil de la bête. Et puis voilà, ça va toujours aller comme ça. Mais ça, c'est un propos optimiste pour vous dire, contrairement à ce que j'ai dans le bouquin. La décadence n'est pas certaine. Le pire n'est jamais certain, comme dit Edgar Morin. Oui, c'est déjà une chose. Un point de départ. Et François Rollin, youtubeur, ce serait possible, ça, ou pas? Alors, on m'a souvent demandé, on m'a souvent dit, ouais, tu devrais faire des trucs, tout ça. J'ai essayé de faire des petits trucs. Je suis pas très travailleur, pas très courageux. C'est plutôt assez solitaire. Alors, vous aimez le contact, l'équipe Alors, par exemple, j'ai mieux aimé aller faire une chronique dans une radio. D'accord, il y a une partie du travail qu'on fait tout seul. Après, on voit des gens, on a un retour. YouTube, il y a quelque chose, on n'a pas de retour direct. On a après un chiffre qui tombe. Mais... Bon, non, je pense, surtout, il y a des gens qui sont tellement... Parce que j'ai quelques bons amis youtubeurs ou amateurs de YouTube, et... Il y a des gens qui sont tellement plus fortiches, plus compétents, plus vifs que moi, plus dans l'air du temps aussi, que... Abstiens-toi, mon Rollin, c'est... Mais c'est aussi ce décalage, regardez, à chaque fois, vous avez des personnages décalés, et c'est ça qui plaît. Oui. Bon. Kaamelott est en soi une série décalée. Oui. Enfin, donc, et vous, Greg, alors la scène, vous l'avez dit, plutôt moins en ce moment Oui, parce qu'on se fait happer par YouTube, parce que c'est contraignant. C'est très chronophage. Puis au bout d'un moment, c'est aussi quand vous essayez de poster, alors bon là c'était pas le cas, mais je reviens, vous essayez de poster vos 3 chroniques dans la semaine. Alors vu que je refuse, je sais que beaucoup de collègues me disent c'est con, tu devras le faire. Je veux pas sur scène redire des trucs que j'ai dit en vidéo. Donc du coup, au bout d'un moment, vous avez un matériau, vous minez. Bon, il vous reste plus forcément grand-chose. Et un spectacle, ça met un an à s'écrire, ça met du temps. Et le matériau, c'est la vie. Donc il faut qu'il vous reste un peu de vie pour pouvoir écrire. Il faut un peu de vie pour écrire. Non, mais ça même, il y en a. Mais des fois, on se dit, bon, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ça. Donc, quand on a des petites inspirations, on écrit des choses à côté. Et puis, je les cumule pour revenir sur scène. J'aimerais bien un moment, là, prochainement. Mais c'est vrai qu'on se fait pas mal happer. Et on se fait happer par quelque chose qui est aussi extrêmement passionnant, cette aventure de pouvoir faire seul ce que font des énormes radios et des trucs, c'est une aventure incroyable. Et même plus d'audience. Oui. Non, mais c'est vrai. Avec des chiffres quelquefois qui décoiffent Philippe Bouvard et Michel Drucker réunis. Exactement. Alors je vais lire pour conclure votre conclusion, François Rollin, que j'ai trouvé très touchante, et c'est bien là qu'on vous reconnaît, avec une vraie grande sensibilité derrière ce personnage noir que vous pouvez emprunter de temps en temps. Je rappelle d'abord le titre de votre livre, D'où vient le mal, l'énigme enfin résolue ou pas, aux éditions du Cerf, et justement on est dans le ou pas dans cette conclusion, et vous dites voilà, j'ai essayé d'expliquer mon échec en vain, je sens qu'il est inutile d'insister et je jette l'éponge dans ma tentative d'expliquer pourquoi il a fallu jeter l'éponge. L'aventure se termine dans un tas d'éponges, avec pour seul réconfort l'espoir de voir nos larmes épongées. Voilà, comme c'est beau et comme c'est sensible. Merci beaucoup à vous, François Rollin, pour ce très beau moment et ce fragment de vie aussi qu'on partage avec vous. D'où vient le mal, l'énigme enfin résolue ou pas, aux éditions du Cerf. Merci à vous, Greg Tabibian aussi, d'être venu jusqu'à nous. Je suis pas content TV, c'est le nom de votre chaîne YouTube. Et puis jusqu'ici, tout va très mal. Un livre aux éditions Plomb. Merci à vous deux. Merci.